Je m'appelle Charles Adams, donc. Je suis citoyen américain. Mais je suis né à Belfast, en Irlande du Nord, parce que mon père était, lui, diplomate américain. Et avec mes frères et sœurs, on a vécu dans plein de pays différents. C'est là où j'ai appris le français, par exemple, puisqu'on a été pendant 5 ans à Bordeaux. Lui était au consulat américain de Bordeaux. Moi, j'étais à l'école française. Et le français est devenu, à ce moment-là, une deuxième langue maternelle que je conserve encore aujourd'hui. J'ai d'abord fait mes études dans des lycées français différents selon les pays où on a vécu. En Allemagne, au Maroc, au Sénégal. Mais pour l'université, je suis reparti aux États-Unis. Et j'ai fait mon circuit undergraduate, comme on l'appelle, les 4 premières années universitaires, à Dartmouth College, dans l'État du New Hampshire. Et ensuite, j'ai fait 2 ans de coopération dans le Peace Corps américain, le volontariat, en Afrique de l'Est, au Kenya, où j'ai appris le Swahili, que je parle encore aujourd'hui, relativement bien. Et ensuite, je suis allé à la faculté de droit de l'Université de Virginie, avec l'idée de devenir avocat international. Et je suis donc membre du barreau de l'État de la Virginie, ainsi que du district de Columbia, de la capitale américaine. Et j'ai demandé à rejoindre un cabinet d'avocats à Washington qui avait un bureau à Paris, parce que je voulais absolument revenir vivre en Europe. Et j'ai ainsi fait 6 ans à Paris, dans le droit international, plus précisément dans l'arbitrage international. J'ai voyagé à travers le monde pendant cette période-là. Et puis en 1980, je suis retourné aux États-Unis. J'ai fait 6 ans à Washington. Et puis en 1987, à cause d'une affaire du cœur, eh bien, je suis arrivé à Genève. Et je vis à Genève depuis 1987, sans discontinuer, sauf une brève période pendant laquelle j'ai été nommé par le président Barack Obama ambassadeur des États-Unis en Finlande. Et j'ai été vivre là-bas. J'aimerais pouvoir dire que j'y ai maîtrisé le finlandais, mais ça ne serait pas vrai, parce que le finlandais est une langue extrêmement difficile. Donc si je capte quelques mots ça et là, je suis déjà content de moi-même, et de toute manière, tous les Finlandais parlent impeccablement bien l'anglais. Mais c'était le meilleur job que j'ai jamais eu, et un de mes regrets de l'élection récente américaine, c'est que j'étais destiné à faire un 2e tour de piste ambassadorial sous la présidence de Kamala Harris, qui malheureusement n'est pas devenue une actualité. Pour être très honnête avec vous, c'était une affaire du cœur. C'est souvent le cas dans la trajectoire des hommes, des histoires du cœur souvent gouvernent la géographie de sa vie. Ça a été mon cas. Je précise que cette affaire du cœur-là ne s'est pas avérée pérenne. Mais entre-temps, Genève est une ville où il fait très très bon vivre. C'est une plateforme idéale pour moi dans mon travail. J'y suis resté, j'y suis encore. Je suis véritablement un des doyens de la communauté américaine
à Genève, même si le fait d'être américain est irrelevant pour la vie que je vis, sauf en matière d'activisme politique. Car pendant toute cette période, j'ai travaillé très étroitement avec le comité national du Parti démocrate américain pour faire du fundraising, comme on l'appelle, auprès de la communauté des Américains expatriés dans le monde, puisque nous sommes entre 8 et 9 millions d'Américains qui vivons en dehors du pays. Et c'est une démographie dont on estime qu'elle est à 80% démocrate plutôt que républicaine. Et c'est donc, disons, une source utile et fructueuse en matière de fundraising pour le parti et pour ses candidats. Plutôt américain. Je suis né américain, même si en Irlande du Nord, mais ça aurait pu être au Mexique ou à Shanghai. Comme je vous l'ai expliqué, c'était une famille diplomatique un peu nomade. Mais je choisis tous les jours de vivre à Genève. Le travail que je fais, je pourrais le faire depuis un paquebot ou depuis le Kyrgyzstan ou n'importe où. Ça se fait virtuellement la plupart du temps. Et l'arbitrage international n'est pas ancré à tel ou tel endroit. Donc Genève est un endroit où on a plaisir à vivre. La Suisse est un pays formidable. Et me voilà encore aujourd'hui là où je suis arrivé il y a 39 ans. Je considère qu'il s'agit là d'une guerre illégale d'agression et d'invasion, une intrusion sur la souveraineté d'un pays voisin, et il n'y a aucun argument avancé par la Russie que je digne d'être utile à prendre en considération. Ni une supposée menace de rejoindre l'OTAN, ni une velléité ukrainienne vis-à-vis de l'Union européenne, rien de tout cela. C'est tout simplement de l'agression en vue de l'acquisition du territoire d'un pays voisin. Donc je suis de la tendance Slava-Ukraine. Celui qui a été élu le 5 novembre dernier président des États-Unis a passé une année de campagne à expliquer qu'en un seul jour, il allait trouver la solution à cette guerre. Il a parlé l'autre jour de sa velléité de pouvoir exploiter et mettre la main sur les supposées terres précieuses en Ukraine. Je ne sais pas si vous avez suivi cette intervention-là. Comme la plupart des choses qu'il a à dire, on a l'impression que c'est un truc qui lui est sorti de la tête spontanément comme ça. Ça ne fait pas partie d'un programme réfléchi, discuté en conseil, en interne, rien de ce genre. C'était tout à fait spontané et tout à fait incohérent. Est-ce que cela va infléchir d'une manière ou d'une autre sur le cours de cette guerre? J'en sais rien. À moins qu'il arrive à expliquer à son grand copain, Vladimir Poutine, que, ma foi, il faut qu'il reconnaisse qu'il a fait une bourde en lançant cette invasion et qu'il a meilleur temps d'évacuer, avec éventuellement une solution consistant à ce que la souveraineté russe sur la Crimée soit agréée. Et moi, j'aurais voulu voir un référendum dans le Donbass sous la supervision des Nations Unies sur la base des listes électorales
telles qu'elles existaient en 2014 pour poser la simple question à la citoyenneté: voulez-vous être russe ou voulez-vous être ukrainien? Avec l'engagement des deux pays d'accepter le résultat d'une votation populaire. Ça dépend plutôt de Poutine à ce stade, à vrai dire. Moi, je suis à ce point un absolutiste dans la matière que j'aurais voulu voir il y a 2 ans la première division blindée américaine débarquer en Ukraine et balayer tout le monde. Là, il y aurait eu la paix, et rapidement. Les choses se sont passées autrement. J'ai reproché à l'administration Biden une certaine mollesse, d'ailleurs, dans son soutien. Trop peu, trop lent, trop tard. J'aurais voulu, en tant que membre du parti de Joe Biden, que son gouvernement soit beaucoup plus activiste, beaucoup plus solide et beaucoup plus rapide dans le soutien apporté à l'Ukraine dans sa lutte pour sa survie territoriale. Moi, j'ai voté Kamala Harris. Et pourquoi? Ainsi que ma fille, ainsi que mon fils. Sur place, à Chevy Chase, dans le Maryland. Voilà. Je suis démocrate et non pas républicain. Je considère le président actuel, donc Donald Trump, pour le nommer, comme ayant des velléités autoritaires et dictatoriales. On le voit tous les jours d'ailleurs. Je ne suis pas optimiste sur la trajectoire de cette présidence. On parle volontiers de la grogne de l'électorat par rapport à l'inflation, par rapport aux vagues d'immigration depuis la frontière sud des États-Unis. On parle aussi de la désinformation massive de l'électorat à travers des réseaux sociaux, à travers une média de droite extrême, qui a fait de sorte que des dizaines de millions d'électeurs votent pour M. Trump sans réellement comprendre le danger qu'il représente pour la démocratie américaine. Je pense que d'ici quelque temps, ce même électorat va commencer à se poser de très sérieuses questions quant à la sagesse de leur choix. Mais je trouve que la plupart des idées qu'il a émises, la plupart de ses propositions, relèvent de la totale ignorance et absurdité et incohérence et danger public. Je fais allusion là à son idée que les États-Unis doivent capturer le Groenland, ou encore partir à la reconquête, non pas du seul canal du Panama, mais du pays tout entier, et de faire du Canada le 51e État américain, ou, plus débile encore, que Gaza doit devenir une Riviera américaine.
Et tout ça, c'est de la démence. Tout le monde en conviendra. Et pourtant, c'est tous les jours qu'on entend des propos de ce genre. Et qu'on entendra dans les jours qui viennent. Et ça risque d'aller de mal en pire. Alors, est-ce qu'il y aura un quelconque suivi pratique, réel? Ça, on peut en douter. Donc, des propositions aberrantes, mais suivies finalement de rien du tout. Ça, c'est le seul espoir que je conserve. Oh, il y en a eu plusieurs, d'une certaine importance, va-t-on dire, géostratégique. Je prends un ou deux exemples, sans passer outre le secret qui doit entourer le processus arbitral. Il fut un temps où j'ai eu à défendre les intérêts du consortium européen composé de Siemens et de Alstom en matière de TGV pour le Taïwan. L'idée avait été que le consortium européen allait se joindre avec un consortium industriel taïwanais pour créer le TGV entre Taipei et Kaohsiung. Et à la 11e heure, la partie taïwanaise, au lieu de commander les TGV d'Alstom et de Siemens, ont été chercher le Shinkansen japonais, en violation de l'engagement contractuel. Ils ont suivi un arbitrage international basé à Singapour, avec un droit applicable taïwanais, où on a gagné. Donc le consortium européen a eu une sentence arbitrale en sa faveur, pour un montant de 100 millions et quelques de dollars à l'époque, qu'on a eu à exéquaturer, donc à faire valoir, par l'arrestation d'un des grands porte-containers de la compagnie taïwanaise Evergreen Marine, qui faisait partie de ce consortium industriel taïwanais. Et c'est ainsi qu'on a pu faire l'exéquature de cette sentence arbitrale. Et c'était une affaire dont on aurait pu faire un film, à vrai dire. Plus récemment, j'ai eu à participer comme arbitre au sein d'un tribunal chargé de juger un différend entre la République de Géorgie, d'une part, et un groupe d'investisseurs étrangers pour la création du premier port à eau profonde sur la côte géorgienne de la mer Noire. Et c'est une affaire qui a donné lieu à une sentence l'an passé, où je me suis trouvé minorisé au sein du tribunal et pour laquelle j'ai écrit une opinion dissidente. Tout cela est une affaire sur ce point-là publique, dont je peux donc parler. Par contre, il m'est interdit de rentrer dans les considérations au sein du tribunal et du débat autour de la question centrale de la responsabilité contractuelle de l'une ou l'autre de ces deux parties. Enfin, c'est dire que les affaires d'arbitrage international, très souvent, mettent en cause des intérêts importants, que ce soit financiers ou géopolitiques, ou scientifiques, ou culturels. C'est d'ailleurs la diversité de cette discipline qui la rend pour moi intéressante. Parce que chaque nouveau cas, chaque nouveau dossier, on apprend des choses qu'on ne connaissait pas la veille. Et si on se lève le matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais apprendre quelque chose de nouveau », eh bien, ça stimule à vouloir continuer à le faire indéfiniment.
tant qu'on en a la possibilité cérébrale et physique. Ce qui explique que je sois toujours là, à mon bureau, tous les jours, entouré de mes collaborateurs, et me réjouissant de pouvoir suivre le métier qui est le mien. Il y a une grande différence, qui est la suivante. Aux États-Unis, il y a un manque total de réglementation en matière d'armes à feu. Il y a 5 fois plus d'armes à feu aux États-Unis, des pistolets de tous les calibres, des mitraillettes en main privée, 5 fois plus qu'il y a de bons hommes et de bonnes femmes. C'est ça qui fait la différence. Parce qu'en Europe, il y a de la réglementation stricte. On ne peut pas, à l'âge de 18 ans, aller au Pick and Pay à Genève et s'acheter une mitrailleuse. En Amérique, oui. Et en faire usage, oui. C'est pour ça qu'est devenue monnaie courante, tragiquement, des massacres dans les écoles, autour d'églises, dans les parkings, un peu partout, de crimes commis grâce à la disponibilité d'armes à feu létales. Et un refus de la part des instances politiques, parlementaires, de gérer cet aspect fondamental sociétaire. Voilà la différence. Alors là, il faut que je vous dise qu'en matière de droit pénal, je suis d'une ignorance quasi totale. Ce n'est pas mon domaine. Je n'ai jamais eu à traiter des affaires pénales. Mais comme observateur et simple citoyen, je constate qu'aux États-Unis, assez souvent, les crimes, les homicides les plus sauvages sont commis par des jeunes gens, j'assiste sur des jeunes gens et non pas des jeunes femmes, en état de fragilité psychique. Et malheureusement, dans les communautés américaines, il y a une insuffisance de moyens de soutien ou de traitement pour des gens en état de fragilité ou de débordement psychique, aptes à commettre ce genre de crime. Et il y a un gros effort à faire pour les maîtriser. C'est pour ça qu'il y a aux États-Unis, presque quotidiennement, des actes de violence qu'on ne retrouve pas en Europe. C'est vraiment tellement exceptionnel qu'on en parle pendant des semaines et des années après. Aux États-Unis, on tourne la page, les gens sont tellement habitués à voir ça que ça ne sollicite même pas un intérêt passager. C'est vrai, chaque dossier a son intérêt. Chaque client, même si on traite non pas la plupart du temps avec des individualités, mais plutôt avec des grosses entreprises ou avec des gouvernements, mais l'enjeu peut être important sur le plan humanitaire, par exemple. Ce sont ces dossiers-là dont je conserve le plus longtemps le souvenir.
qui peut être bon ou mauvais d'ailleurs, pas seulement selon le résultat, mais selon la relation qu'on peut avoir avec le client ou les clients dont on défend les intérêts. Je m'investis sur le plan affectif beaucoup dans ces dossiers. C'est ça qui fait l'intérêt de la profession, quelque part. J'ai trouvé extrêmement gênant, pendant le Covid, la virtualisation de la profession, en ce sens que les rencontres avec les clients ou les audiences d'arbitrage ne se faisaient plus en, comment dirais-je, en présentiel, mais plutôt en virtuel. Et ça ne marche pas. Parce que la justice et la gestion des dossiers aptes à devenir matière à arbitrage international sont humains et nécessitent un contact humain. Heureusement, on a pu continuer à travailler ici à Genève, dans ces bureaux-ci, sans avoir été fermé un seul jour. Et comme j'habite pas loin du bureau à Genève, en vieille ville, et bien tous les jours, à travers les rues à l'époque vides et silencieuses, je venais ici au bureau où je retrouvais intégrale mon équipe de collaborateurs et de collaboratrices, et on a pu continuer à travailler comme ça. Mais pas pour les audiences d'arbitrage, qui elles étaient devenues virtuelles. On a une grande télévision dans la salle de conférence à côté, et cette grande télévision était remplie de 40 petites boîtes avec des arbitres, des témoins, des sténotypistes. C'est pas du tout la même chose. Il est impossible de conduire un contre-interrogatoire d'un témoin sans voir comment réagit le tribunal, quelle est l'ambiance, quelle est la vibration qui émane d'un tribunal qui regarde témoigner et être contre-interroger un témoin. Tout ça a été complètement dénaturalisé. Et je suis bien content que cette phase-là, en tout cas, on l'a dépassée. La meilleure option pour arriver à un résultat juste dans un arbitrage ou dans un processus de conciliation, c'est l'empathie surtout, humaine, et la capacité à comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi ce litige, pourquoi cette mésentente? Y a-t-il mauvaise foi de part ou d'autre, mauvaise volonté? De nouveau, c'est une question humaine. C'est pas lire des papiers ou chercher à interpréter des clauses ou regarder l'article tel et tel du code civil de tel ou tel pays. C'est comprendre sur le plan humain quel est le pourquoi du comment de cette dispute et comment arriver à un jugement qui soit le plus juste sur le plan humain. C'est de nouveau l'aspect du métier qui pour moi est le plus important. C'est pas la lettre ou le code, c'est les personnalités engagées, tant sur le tribunal qui décide que sur les avocats qui plaident ou les parties dont les intérêts sont en jeu. Tous sont des humains. Ce qui m'amènerait naturellement à parler du rôle qui est apte à jouer l'intelligence artificielle dans tout ça, à l'avenir. Personnellement, je suis très dubitatif là-dessus. Pas formellement,
mais j'ai toujours considéré que la moralité derrière cette prise de serment d'Hippocrate, dans le cas des médecins, s'applique également pour les avocats. Surtout ne jamais faire de mal et toujours être à la recherche de la justice et de la compréhension sur le plan humain de l'enjeu que présente le dossier qu'on traite. Oh, ponctuellement, ça c'est très facile. Comment l'ONU, comment le système et les organisations des Nations Unies vont faire face à la velléité exprimée par la présidence actuelle américaine de démolir le tout. Les Américains ont déjà annoncé leur retrait de l'Organisation mondiale de la santé. Idem pour le commissariat aux droits de l'homme. Il en sera de même pour toute la série des instances des Nations Unies, à moins qu'il y ait un changement radical d'approche qu'on n'a pas le droit d'espérer dans l'état actuel des choses. On assiste réellement au bouleversement de fond en comble de tout le système international tel qu'il a existé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça fait peur. J'ai peur. Le secrétaire général des Nations Unies a peur. Et on a le droit d'avoir peur. C'est une question difficile. Il m'est plus facile de dire lesquels, pour moi, seraient exclus de considération. Par exemple, je ne décernerai pas un prix Nobel de la paix à Donald Trump, ni à Elon Musk, ni à quiconque de la ribambelle qui les entoure. S'il y avait un prix Nobel de la discorde et de la haine, là, il serait candidat. C'est une considération importante. Effectivement, les États-Unis actuellement, de plus en plus, vivent sous le joug d'une propagande intense, orwellienne d'ailleurs. On pourrait être en train de vivre ce qu'a écrit Orson Welles dans son livre 1984. Et c'est la saisine par l'État de tous les organes de diffusion d'informations, pour certains pour les boucler, les bâillonner. C'est le cas actuellement d'un certain nombre de journaux et de chaînes de télévision, et de faire de sorte que d'autres, dont Fox News, pour prendre l'exemple classique, deviennent la seule source de mésinformation, mais qui est agréée par une population qui ne sait plus vraiment vers où se tourner pour trouver la vérité. Parce que même le concept de la vérité est pollué. C'est ça qui fait froid au dos. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Souvent, c'est la Finlande
qui est déclaré le pays le plus heureux du monde. Et là, je suis bien placé pour confirmer qu'effectivement, c'est un pays remarquable. Un pays remarquable par son sens de l'égalité, du progrès, de la justice sociale, de la distribution à tous et à toutes à part égale des ressources de l'État. La Finlande mérite le premier prix. Ça, je peux en témoigner pour y avoir vécu, pour avoir eu le privilège d'y être en tant qu'ambassadeur des États-Unis à l'époque. Les États-Unis, par contre, dans ces mêmes rankings, naviguent dans les 25, 26e, plus ou moins ex aequo avec Guinée-Bissau ou le Laos. Pourquoi? Eh bien parce que figurent dans ces évaluations-là des questions telles que l'accès à la médecine et à des programmes de retraite, de vieillesse, d'AVS, de sécurité sociale, au niveau éducatif. Et là, les États-Unis, tragiquement, ne sont pas bons. Ne sont pas bons. Malgré des universités les plus prestigieuses du monde, malgré une tranche de la population qui est suréduquée et surdouée, mais il existe une énorme disparité, un chasme de moyens et de partage de richesses. Un clivage qui est, à mon avis, insoutenable. Et c'est ça le drame de l'Amérique en ce moment. Et malheureusement, ça va dans le mauvais sens. Pour moi, c'est simplement la soif d'apprendre encore des choses nouvelles et de trouver de nouveaux horizons. C'est ça qui excite, c'est ça qui intéresse, c'est ça qui donne non seulement la force, mais l'envie de continuer à avancer vers plus encore d'ouverture. En tout cas, c'est ainsi que je vis la chose. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est vraiment avec enthousiasme et plaisir que je fais mon petit bonhomme de chemin chaque matin pour venir auprès de mes amis, de mes collaborateurs, de mes dossiers, parce que j'apprends. Et je repars à la fin de la journée ayant appris quelque chose que je ne savais pas la veille. Et il en sera aussi demain et l'année prochaine, et je l'espère pour des décennies encore à venir.